Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, merci pour votre présence à ce webinaire qui est dédié donc à la compréhension de l'aléa forte chaleur et canicule en Bretagne. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par Ambition Climat Bretagne et donc en partenariat avec Breizalec, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, le Haut Conseil breton pour le climat et Bordeaux Métropole également qui sera présent pour participer à ce webinaire. Donc, alors les rendez-vous de l'adaptation, ce sont des rendez-vous qui sont ouverts à d'autres acteurs que les membres du réseau Plan Climat. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques propos introductifs et éléments de contexte en Bretagne. Donc, la gouvernance Ambition Climat Bretagne, elle regroupe la région, l'ADEME, l'ADREAL, le CEREMA, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'Office français de la biodiversité. Et donc, voilà, la gouvernance, en fait, elle élabore et elle met en œuvre elle se coordonne pour les politiques publiques sur l'adaptation au changement climatique en Bretagne et donc en adéquation évidemment avec les orientations nationales. Au niveau des opérateurs, donc Breizalec anime le réseau Plan Climat, qui est un espace d'échange et d'entraide entre techniciens bretons spécialisés sur la transition climat, air, énergie. Donc les agents des EPCI, les départements, les ALEC et d'autres acteurs associatifs. Et donc avec ma collègue Lucille Fauvio, on accompagne les territoires sur ces questions et notamment sur l'adaptation au changement climatique. Autre opérateur, pardon, donc l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, l'OEB, donc avec Pierre notamment qui est là aujourd'hui. Donc l'OEB qui est le service public de la donnée et de la connaissance environnementale, voilà, pour les citoyens et les collectivités. Donc on vous invite à consulter leur site internet, leurs multiples publications et donc notamment la plateforme Mon territoire à plus 4 degrés. Voilà, on a aussi une publication récente dont Pierre nous parlera un peu plus tard, donc un mémento sur l'eau. Et donc également l'Agence bretonne de la biodiversité qui accompagne les porteurs de projets favorables à la biodiversité et notamment les collectivités, notamment pour la mise en place des solutions d'adaptation fondées sur la nature, les SFN. Donc voilà, également on vous invite, voilà, si vous le souhaitez, évidemment à les contacter pour être accompagnés et à consulter également leurs publications. Quelques éléments de contexte donc en France et en Bretagne. Pour rappel, donc le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est la feuille de route sur l'adaptation, a été adopté, pardon, adapté, petit lapsus, donc l'an dernier, avec notamment donc la trajectoire de référence sur l'adaptation au changement climatique, voilà, qui sert donc de référence comme son nom l'indique et qui projette un réchauffement en France à plus 2 degrés d'ici 2030, plus 2,7 en 2050 et plus 4 degrés d'ici 2100 par rapport à la période pré-industrielle. Et donc la TRAC en fait elle a pour objectif d'être intégrée au code de l'environnement et donc que les collectivités et leurs groupements y fassent référence dans leurs documents de planification. Et donc on aura notamment donc Pierre qui nous apportera un éclairage sur les données sur cet aléa au regard de la TRAC. Et donc également, en ce moment, il y a les travaux de la stratégie régionale d'adaptation au changement climatique qui sont en cours. Euh, donc cette SRAC, elle a pour objectif d'avoir un cadre pour toutes et tous. Et donc les travaux devraient être clôturés début 2027. Donc, si vous avez des questions ou un besoin sur l'adaptation, alors si vous êtes membre du réseau Plan Climat, voilà, vous vous reconnaîtrez et vous pouvez évidemment nous contacter, Lucille et moi, pour voilà, pour tout besoin. On est là pour vous. Si vous êtes voilà une collectivité de manière générale, vous pouvez contacter la mission adaptation qui est copilotée par l'ADEME et le CEREMA. Et si vous êtes un élu, vous pouvez contacter le réseau Élus pour agir, voilà, qui accompagne voilà, qui vous permet d'avoir accès à diverses ressources, expertises, de pouvoir décrypter les enjeux avec des experts et de pouvoir avoir des outils concrets pour mettre en œuvre des projets de transition écologique et énergétique. Donc vous avez le contact pour la Bretagne, Morgane Matignon. Alors, donc au programme de notre webinaire qui devrait nous mener voilà 12h30, entre 12h15 et 12h30. Donc, on aura une première intervention de Pierre Darentière, qui est chef de projet adaptation climat à l'OEB, et donc qui nous parlera, comme je disais, des données en Bretagne au regard de la TRAC. On aura également avec nous Vincent Dubreuil, qui est professeur
au laboratoire littoral environnement télédétection géomatique à l'université de Rennes 2 et coprésident du Haut Conseil breton pour le climat. Et donc Vincent voilà, nous fera un exposé sur les vagues et îlots de chaleur et notamment donc les enjeux spécifiques en milieu urbain. Et donc on aura ensuite le plaisir d'avoir Camille Forgeot de Bordeaux Métropole, donc qui est chargé du pilotage de projets de transition métropolitain et responsable du programme Métropole rafraîchissante. Donc Camille nous fera voilà, un exposé sur ce programme, comment il a été élaboré et d'avoir voilà, c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience d'un territoire voilà, hors Bretagne, mais du coup on va le voir avec les données. On, on sera confronté à la même typologie de degrés de réchauffement. Et on terminera par un temps de questions-réponses. Donc voilà. Donc si vous avez des questions-réponses, vous pouvez évidemment les poser dans la conversation qui est dédiée. Vous pouvez également, pour information, donc le webinaire il est enregistré et il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Il y aura également une fiche récapitulative et les présentations qui vous seront envoyées à l'issue du webinaire. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Pierre pour nous parler des données. Merci beaucoup. Ouais, Pierre, je Bonjour, vais activer ton micro. Non, ouais, c'est bon, non, je t'as... pense que c'est bon, ouais. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Pierre Darentière, je travaille à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. On est une structure située à Rennes, dont l'objectif c'est de fournir des données gratuites sur l'état de l'environnement en Bretagne, donc, notamment pour les collectivités. Et donc moi, je travaille sur la partie adaptation au changement climatique. Donc on fournit des données au territoire sur ce qui va se passer en Bretagne en termes de climat futur. Là, je vous ai mis un graphique de l'évolution des températures moyennes en Bretagne entre 1870 et donc 2 horizons de la trajectoire de référence pour adaptation au changement climatique, la TRAC, donc 2050 et 2100. Euh, Plus la barre est bleue et descend vers le bas, plus c'est qu'on est plutôt sur une année fraîche comparée au normal de la période 1976-2005, et plus la barre est rouge et au-dessus, plus on est sur une année particulièrement chaude. Donc c'est un graphique qui est sans appel sur le réchauffement que la Bretagne a déjà connu sur les dernières années, mais aussi sur ce qu'on va connaître dans le futur. Je vous ai mis on voit la barre là représente 2022. Bon, il y a la publication par-dessus, mais elle s'arrête pas beaucoup au-dessus. Et l'idée, c'est de voir que 2022 va devenir, en termes de température moyenne, une année normale à l'horizon 2050 de la traque et une année plutôt fraîche à l'horizon 2100, sachant que là, la partie future, c'est le résultat d'une projection qui est plutôt dans la moyenne de ce qu'on a en termes de projection actuellement. Tous les résultats que je vais vous présenter, vous pourrez les retrouver dans deux choses. Déjà, les chiffres clés de l'évolution du climat en Bretagne, dont vous voyez la couverture ici. Et sinon, dans notre outil Mon territoire sous plus 4 degrés, dont je vais vous reparler rapidement à la fin. Il y a écrit: le présentateur a désactivé la navigation des participants. Ah, alors attends. Euh, je n'ai rien manipulé pourtant. Alors attends, je vais essayer de régler le problème. Alors attends, là j'ai fait contrôler. Essaye de reprendre le contrôle, Pierre, peut-être? Hum, ouais, hop, Si tu passes la diapo. c'est bon. Ouais, c'est bon. Euh, donc aujourd'hui, on va parler forte chaleur. Petit point introductif sur les différents types d'épisodes de forte chaleur, parce que là, je viens de vous parler des températures moyennes, et en fait, l'augmentation de la température moyenne va engendrer tout un tas d'autres impacts, et notamment sur les épisodes plus extrêmes. On parle de pic de chaleur quand la température est anormalement chaude pendant 1 ou 2 jours. Un pic de chaleur, ça peut être défini à l'échelle même assez locale. Et là, la vague de chaleur, c'est vraiment un phénomène qui va être plus long, sur plusieurs jours, et qui va concerner une emprise large sur le territoire français, et qui est définie par Météo France à l'échelle nationale. Et enfin, la canicule, c'est une vague de chaleur qui est particulièrement forte en durée qu'en intensité, et qui va notamment être caractérisée par le fait d'être présente aussi la nuit, avec une redescente des températures plus faible que d'habitude. Et on parle de vigilance canicule quand, donc ça c'est vraiment une attribution qui est faite par Météo France quand ils identifient que
une canicule qui démarre va représenter un risque sanitaire. Voilà pour le petit topo sur les différents types d'épisodes de forte de chaleur, le pic, la vague de chaleur et enfin la canicule. Là, je vous présente un graphique sur les journées chaudes. C'est les journées où la température maximale dépasse 25 degrés. Et toujours sous deux simulations. Enfin, pour deux simulations, en haut, c'est la même que celle que je vous ai montrée au début, et en bas, c'est une simulation qui est plus chaude et plus pessimiste. Toujours pareil, sur la partie gauche du graphique, vous avez le nombre de journées chaudes. Plus c'est bleu, plus le nombre est faible par rapport à la normale des années 90. Plus c'est rouge, plus c'est élevé. Ce qu'on voit, c'est que c'était un phénomène qu'on connaissait déjà par le passé en Bretagne, les journées chaudes. On en reconnaissait déjà un certain nombre tous les ans. Mais c'est un phénomène qui va fortement augmenter, on va en connaître beaucoup plus. Là encore, on voit que 2022, sur vis-à-vis de cet indicateur, est assez représentatif de la moyenne de ce qu'on aura à l'horizon 2050 et plutôt une année fraîche pour l'horizon 2100. Si on regarde maintenant un autre indicateur, qui est celui des journées très chaudes, donc où la température maximale dépasse 30 degrés, on voit que c'était un phénomène beaucoup plus rare en Bretagne, donc qui survenait majoritairement quelques grandes années, donc 76, 89, 2003 ou encore 2022 pour la plus récente. Et par contre, sur la période future, c'est un phénomène qui va devenir beaucoup plus massif, notamment en fréquence. On va en avoir tous les ans, quelle que soit la simulation. C'est surtout 2022 est largement surclassé dès l'horizon 2050 en termes de nombre de journées qui dépassent 30 degrés, quelle que soit la simulation. Et il faut savoir que tous les territoires bretons ne sont pas égaux face à ces journées particulièrement chaudes. Si on regarde le nord-ouest du Finistère, historiquement, on n'avait quasiment aucune journée chaude en moyenne chaque année, alors que le sud-est de la région, on connaissait déjà en moyenne, en gros, quasiment 8 jours par an. Et ce gradient spatial vraiment nord-ouest, sud-est va se conserver, enfin va persister à l'avenir. On va garder toujours un nombre de journées chaudes assez faible dans le nord-ouest, alors qu'on va avoir une très forte augmentation dans le sud-ouest, donc jusqu'à 33 journées qui dépassent 30 degrés par an, en moyenne tous les ans. Donc c'est vraiment la situation normale. Il faut s'attendre tous les ans à avoir 33 jours par an. Là, je ne vous décris pas une année extrême. Et si on regarde une simulation qui est particulièrement la partie, donc le haut de l'intervalle de confiance, c'est la petite carte qui est en haut à droite. On peut voir qu'au niveau du sud-est, on peut avoir jusqu'à 46 journées qui dépassent 30 degrés en moyenne tous les ans dans le futur. Donc là, on voit déjà bien cette évolution massive, tant en intensité qu'en durée des pics de chaleur, des journées où il va faire particulièrement chaud. Et donc ça ne va pas concerner que la nuit. Les nuits chaudes, qu'on l'appelait avant aussi une nuit tropicale, les nuits où le corps se repose peu parce que la température redescend peu, on a du mal à ventiler les bâtiments, etc. Ça, c'est caractérisé en Bretagne par un indicateur où la température minimale du jour ne descend pas en dessous de 20 degrés. C'était vraiment rare en Bretagne. Euh, un peu plus fréquent dans les grandes villes, etc. Mais c'est un phénomène qui est resté relativement rare par rapport à d'autres régions françaises et qui va devenir beaucoup plus fréquent dans le futur sur toute la région. Là encore, on voit qu'en 2022, on en avait eu assez peu. Il y avait eu 5 nuits en moyenne sur la Bretagne. Là, je parle, c'est une moyenne territoriale et on voit qu'il y a des disparités hein, entre le nord-ouest, le sud-est. Mais en tout cas, en moyenne, il y en avait eu 5 nuits. On voit que maintenant, ça sera dépassé quasiment tous les ans, quelles que soient les simulations. Et notamment si on regarde la projection la plus chaude, la violette, celle qui est en bas. Et maintenant, du coup, pour passer un peu à l'étape du dessus, qui est la vague de chaleur, donc caractérisée, elle, par des épisodes consécutifs qui s'inscrivent dans la durée. Je vais revenir sur deux vagues de chaleur qui ont été qui ont été les plus grosses qu'a connues la Bretagne, donc 2003 et 2022. 2003, c'est la plus importante à ce jour, elle a duré 16 jours. Voilà, donc c'est un graphique qui représente les vagues de chaleur sous forme de bulles. Il faut savoir que plus la bulle est vers la droite, plus la vague de chaleur a duré longtemps, et plus elle est vers le haut, plus la température moyenne de la journée la plus chaude était élevée. Donc on voit que 2003 a été beaucoup plus long que 2022 notamment. Et si on regarde maintenant ce qui va se passer dans le futur, là je vous ai mis le résultat de la simulation rose, donc celle qui est plutôt dans la moyenne.
par rapport au graphique qu'on avait avant, c'était celle du dessus. Donc si on regarde l'historique, sur 20 ans, on avait en moyenne en Bretagne 21 vagues de chaleur, de toutes classes. Donc il y en a aussi qui sont beaucoup plus courtes, enfin 2003 c'était vraiment la pire. Dans le futur, avec la simulation, dans la moyenne des simulations, on a 57 vagues de chaleur sur 20 ans, donc c'est déjà 3 fois plus. Et si on se concentre sur la plus grosse, qui est simulée, là, la plus grosse bulle à droite, elle dure 55 jours. Et la température moyenne de la journée la plus chaude, c'est 32 degrés, alors que pour 2003, c'était 28. Donc là, on voit bien que même pour des simulations qui ne sont pas du tout parmi les plus pessimistes, les vagues de chaleur qui ont déjà marqué la région, même en termes d'impact sanitaire, vont être largement surclassées, tant en durée qu'en intensité. Mais aussi en précocité, avec, donc, comme on a pu le constater cette année, des vagues de chaleur qui vont arriver plus tôt dans l'année ou plus tard dans l'année. Si maintenant on prend une projection plus pessimiste, là on a plus de 3 fois plus de vagues de chaleur, mais 4 fois plus. Et donc la plus longue dure 60 jours. Donc c'est quasiment, enfin c'est 2 mois passés en vagues de chaleur sans arrêt. Donc avec des impacts sanitaires qui seront décuplés par rapport à 2003 et qui nécessitent vraiment de prendre en compte très rapidement maintenant dans les politiques d'adaptation et la conception même de nos bâtiments, euh, ces nouvelles vagues de chaleur futures qui devraient être dimensionnants finalement par rapport aux bâtiments qu'on construit aujourd'hui. Pour vous donner quelques indicateurs de fréquence, il faut savoir que donc là, c'est des graphiques où on représente 20 années. C'est des petits hexagones bleu clair. Et donc les hexagones bleu foncé représentent les années où on connaît un des événements extrêmes. Donc, par exemple, si on prend ce qu'il y a au milieu, ou non, plutôt en bas, le nombre de vagues de chaleur en 20 ans en Bretagne aussi longue et intense que 2003. Donc il faut savoir que sur la période de référence, là, on a choisi 2003-2022 pour inclure les 2 événements les plus marquants. On avait en moyenne une vague de chaleur comme 2003 tous les 20 ans. Et si on regarde à plus de 2,7 degrés, c'est déjà 2 fois plus. On aurait 2 fois au moins 2003 tous les 20 ans. Et plus 4 degrés, c'est 7 fois. Sachant que si on regarde des projections pessimistes, c'est 11 fois. Donc on est vraiment à quasiment une année sur 2, on connaîtra une vague de chaleur au moins aussi intense et aussi longue que 2003. Sachant que si on regarde la ligne du dessus, ça nous donne le nombre maximum de vagues de chaleur qu'on peut connaître sur une année. C'était 3 au maximum sur la période de référence et on peut monter jusqu'à 6 à plus 4 degrés, donc à vraiment subir 6 vagues de chaleur sur la même année. Tout ça va se traduire en évolution du besoin en confort thermique l'été, en rafraîchissement des bâtiments. Et il faut savoir que si on regarde l'horizon 2050, il va falloir multiplier ce besoin en rafraîchissement par 3 dans les bâtiments et que la région connaîtra des records de température de 44 voire 47 degrés. Ça, c'est le record sur 20 ans. Si on regarde les modèles pessimistes, 47 degrés. Et en 2100, le besoin en rafraîchissement dans les bâtiments, il va être multiplié par 4,5 avec des records possibles de 46 degrés, voire 51 degrés si on regarde les projections pessimistes. Donc on va vraiment connaître un changement qui a déjà commencé radical en termes de forte chaleur et d'épisodes auxquels on va être confronté en Bretagne. Et c'est des changements auxquels on est finalement peu préparé parce qu'on était assez peu confronté à ce type d'événements qui étaient rares par le passé. Donc là, je vous ai présenté des chiffres qui sont généraux pour l'ensemble du territoire breton. Si vous allez sur notre outil Mon territoire sous plus 4 degrés, vous allez pouvoir choisir un des degrés de réchauffement que je vous ai présenté, donc par exemple plus 4 degrés. Et l'outil va vous proposer le graphe des températures moyennes que je vous ai montré au début. Aussi, vous redonnez les chiffres de record de température ou d'évolution du confort d'été, du besoin en confort d'été dans les bâtiments. Et vous allez retrouver ensuite beaucoup d'autres indicateurs sur les fortes chaleurs qui vont permettre aussi vous de sensibiliser les personnes, les élus de votre territoire avec des chiffres qui leur correspondent vraiment. Parce que comme je le disais, on l'a vu sur les cartes, il y a des fortes disparités spatiales entre territoires. Euh, L'évolution du climat n'est pas pareille partout et on part pas partout en Bretagne du même stade non plus. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'outil à nous contacter. Vous trouverez nos mails avec Elisabeth Colnard, ma collègue qui s'occupe de cette data visualisation sur notre site. Et du coup, à l'utiliser pour sensibiliser, essayer d'anticiper au mieux ces vagues de chaleur futures qui vont nous frapper de plein fouet et qui nous frappent déjà de plein fouet. Merci pour votre attention. Oui.
Merci beaucoup, Pierre. On voit bien effectivement, c'est un super outil pédagogique. Mon territoire à plus 4 degrés, là, vous voyez bien par exemple, là, on voit effectivement plus 3,46% de besoins en refroidissement des bâtiments. Effectivement, il faut qu'on se prépare à s'adapter, à adapter les bâtiments pour un meilleur confort d'été. Merci. Bah, je vais vous laisser maintenant donc la parole à Vincent Dubreuil du HCBC. Alors je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver dans la conversation. Merci beaucoup. On prendra l'ensemble des questions, on y répondra à la fin, vraiment pour avoir un temps dédié aux échanges. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour donner l'occasion de présenter quelques travaux, alors issus à la fois du Haut Conseil breton pour le climat et puis des travaux qu'on mène dans mon laboratoire à l'ETG en interaction, en partenariat avec Rennes Métropole. Pour rappel, le Haut Conseil breton pour le climat a été mis en place en 2022. C'est une structure qui comprend 20 scientifiques et est chargée d'accompagner la région Bretagne dans les politiques d'adaptation, d'atténuation du changement climatique, avec une mission donc d'avis sur les politiques publiques et puis une mission d'information auprès des acteurs des territoires et du grand public. Donc on va compléter un petit peu ce que vient de présenter Pierre à une échelle régionale, en allant un petit peu plus en détail sur ce qui concerne les villes, les enjeux spécifiques des vagues des chaleurs en milieu urbain, et notamment avec le phénomène d'îlots de chaleur. Alors, je vais repartir d'illustrations un petit peu différentes de ce qu'a montré Pierre, en focalisant cette fois-ci sur l'été. Et donc, c'est quoi les températures de l'été à Rennes et comment elles ont évolué? Alors, on a l'habitude de représenter ça par une valeur moyenne. Donc, ça, c'est la distribution des températures moyennes de l'été à Rennes observées au début du XXe siècle. Donc entre 1901 et 1930. Donc la température moyenne de l'été à Rennes, c'était 17,3. Et les températures réellement observées étaient comprises, distribuées entre 16 et un peu plus de 19 degrés. Et je vous ai mis la température moyenne de l'été 2025, donc ça parle à tout le monde parce que c'est assez récent, c'était 20,3. Donc la probabilité d'occurrence d'un été aussi chaud que 2025 au début du XXe siècle, elle était proche de zéro. Enfin, on peut calculer une probabilité inférieure à 2%. En fait, elle ne s'était jamais produite. Et jusqu'aux années 30, on n'avait jamais atteint la température de 35 degrés à Rennes. Donc, un été aussi chaud que 2025 était virtuellement impossible dans le climat du siècle passé. Si je regarde maintenant la distribution des températures de l'été sur les 30 dernières années, donc depuis 1996-2025, donc c'est ce qui apparaît cette fois-ci en vert. Donc on voit qu'on a gagné un petit peu plus d'1 degré et que la probabilité d'occurrence d'un été aussi chaud que 2025 dans le climat actuel, c'est à peu près une année sur 10. Donc on voit qu'on a gagné en probabilité, et ce qu'on s'aperçoit aussi dans la distribution ici qui apparaît en vert, c'est que la moyenne augmente, mais sa représentativité baisse, c'est-à-dire qu'on a davantage d'écart entre les valeurs moyennes et les valeurs les plus élevées. Et ça se traduit donc par l'augmentation de la température moyenne, mais aussi par l'augmentation de la fréquence des journées chaudes et très chaudes, Pierre l'a bien montré. Et ça se traduit aussi par une augmentation des températures maximales absolues, puisque à Rennes, sur les 25 dernières années, on a dépassé à plusieurs reprises 40 degrés. Le record aujourd'hui est de 40,5 degrés. Si je me projette maintenant en milieu de siècle, donc ça correspond à peu près à l'horizon que Pierre a présenté 2050 et une France à 2,7 degrés. Donc là, l'été, on a gagné presque 3 degrés. Donc les températures augmentent en moyenne, mais l'été, elles augmentent un petit peu plus vite. Et le chiffre de 20,3, il correspond exactement à ce qu'on a observé en 2025. C'est-à-dire que l'été 2025, qui nous a paru particulièrement chaud, correspond à une fréquence qui sera dépassée une année sur deux en milieu de siècle. Et on voit que la distribution s'étire très loin vers la droite, avec des maximales absolues probablement au-dessus de 43, et Pierre l'a dit, sûrement des valeurs qui dépasseront 44 ou 45 degrés.
Et donc, finalement, quelque chose qui nous paraît exceptionnel, dès le milieu du siècle, c'est quelque chose qui sera finalement assez fréquent. Et enfin, en fin de siècle, donc là, on arrive à une moyenne de 22 degrés, et on voit que l'espace en rouge, il s'est aplati et élargi, donc qui montre qu'on aura une fréquence encore plus élevée des étés particulièrement chauds. On dépassera les 45, 46, 47 et peut-être proche de 50 degrés. Et si je reprends mon année 2025, toujours marquée ici par les petits tiretés ici, eh bien, on s'aperçoit qu'en fin de siècle, dans ce scénario-là, on aura 9 années sur 10 avec un été plus chaud que celui qu'on a connu en 2025. Donc ça montre à quel point, finalement, la chaleur s'intensifie, et elle s'intensifie particulièrement l'été, avec une recrudescence de ces épisodes chauds dont Pierre a montré toute la fréquence. Alors, il est important peut-être à ce stade de rappeler en quoi la chaleur est problématique pour les sociétés et pour les écosystèmes. Alors, les êtres vivants ont besoin de chaleur pour se développer. Ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin d'eau. Et en fait, jusqu'à un certain seuil, un seuil qui parfois peut aller jusqu'à la létalité, donc le fait que les organismes peuvent mourir, mais en fait qui, avant ces seuils de létalité, provoque toute une série de désorganisations qu'il est important ici de rappeler. Alors, le premier enjeu qui est important, c'est celui de la santé. La santé des humains, dont on sait que pendant les vagues de chaleur, les canicules, on a une hausse de la mortalité, mais avant d'aller à la mortalité, on a une augmentation des admissions dans les urgences, des hospitalisations plus importantes, avec des effets sociaux qui sont très différenciés en fonction des classes d'âge, en fonction des niveaux de revenus. Et ça, c'est des choses sur lesquelles différents programmes menés en Bretagne et en France sur les questions de santé montrent à quel point c'est un enjeu important. On le voit aussi dernièrement avec les vagues de chaleur qui se sont déroulées au mois de mai et celles qui vont se produire au mois de juin, l'impact également sur les conditions de travail dans les classes, dans les collèges, les lycées, et puis plus généralement sur l'ensemble de l'économie, où beaucoup d'études ont montré que les fortes chaleurs s'accompagnaient d'une baisse de la productivité, de la nécessité de réorganiser les temps de travail, notamment à l'extérieur, et avec une augmentation des hausses des arrêts maladie, soit directement liées au chaud, soit liées au stress qui accompagne ces vagues de chaleur. Les grandes canicules des années récentes, plusieurs études d'économistes ont montré que ça se chiffrait entre 8 et 10 milliards d'euros, l'impact au niveau national. Ça veut dire 0,3 points de PIB. Donc, c'est vraiment des impacts sur l'économie qui sont importants. On a des impacts, alors l'agriculture fait partie de l'économie, mais je pense que c'est important de la mettre un petit peu à part aussi, puisque les impacts qu'on a sur les plantes et sur les animaux, liés à ces fortes températures, c'est des pertes de rendement, des stress hydriques ou des stress physiologiques pour les animaux d'élevage, avec donc des pertes de revenus aussi pour les producteurs. Et puis d'autres choses qu'il est important de prendre en compte, ce soit des décalages phénologiques, avec des retards ou des avancées de développement des plantes et qui finalement perturbent l'ensemble du calendrier agricole. On a aussi des impacts qui sont importants sur l'énergie, sur les infrastructures, fragilisation des équipements. Alors la Bretagne n'est pas concernée, en tout cas la SNCF n'a pas annoncé pour la Bretagne les mêmes choses qu'on peut avoir sur d'autres lignes où certains équipements obsolètes ou un peu usagés ont des difficultés, mais on sait que sur les routes, sur les rails, sur les caténaires, on a des impacts importants de ces vagues de chaleur, un recours important à la climatisation, Pierre a rappelé quelques chiffres, et puis dans des situations plus critiques aussi, des difficultés à refroidir certaines centrales lorsque les températures de l'air se répercutent sur les températures de l'eau et qu'il y a des seuils critiques de rejet des eaux des centrales, finalement, entraînent des restrictions sur la production électrique. Donc on a vraiment des impacts multisectoriels, et puis pour terminer sur l'ensemble des écosystèmes, on a des répercussions en cascade sur les fonctionnements des sols, des rivières, de la mer, on parle de canicule marine, également une accélération de l'assèchement superficiel des sols, une augmentation des risques de feux de forêt qui n'est pas uniquement liée à l'absence d'eau, mais qui est liée directement aussi à ces fortes chaleurs, dépérissement d'espèces, prolifération d'insectes ravageurs, etc. Donc, en fait, quand on parle de vagues de chaleur, on a finalement l'ensemble de nos territoires qui sont exposés à tous ces facteurs de fragilité-là, qu'on connaît plus ou moins, mais, et là c'est un petit coup de gueule un peu que pousse le scientifique, qui est un petit peu exaspéré à chaque fois de la façon dont médiatiquement on traite l'information en parlant uniquement des problèmes de climatisation,
qui est un problème évidemment, et des reportages sur les marchands de glace. Alors que de façon très profonde, les vagues de chaleur et les canicules ont des impacts vraiment considérables et qu'il faut anticiper sur nos territoires. Alors, en ville, on va avoir un effet supplémentaire qui va arriver du fait de l'îlot de chaleur. Donc ça, c'est une préoccupation importante pour nous au Conseil breton pour le climat. On en a parlé très tôt dès notre premier bulletin et le GIEC a mis en place un groupe de travail qui va produire un rapport cette année, au début d'année prochaine, sur ville et changement climatique. En fait, au changement climatique global va se surimposer le changement climatique lié aux villes. Alors ça, c'est illustré par le petit graphique que vous avez ici, qui est extrait du premier bulletin du Haut Conseil breton pour le climat, qui est disponible sur notre site web. Vous avez le nombre de morts par jour entre le 1er janvier à gauche et le 31 décembre à droite. Et chaque ligne en couleur ici représente une année. En rouge, vous avez l'année 2022. Donc en général, du point de vue sanitaire, on sait qu'il y a plus de morts l'hiver que l'été. Mais on voit qu'au cours de l'été 2022, on a des pics de surmortalité qui arrivent. Donc les vagues de chaleur, elles ont un effet direct, entraînant une surmortalité importante, de l'ordre de 200 personnes en Bretagne pour les canicules de 2022. Donc le changement climatique, il tue déjà chez nous. Et ce phénomène-là, il est essentiellement concentré dans les villes. Donc c'est là que l'effet urbain, il va être important à analyser un petit peu plus en détail. Donc le point ici, c'est que la ville va générer au-dessus d'elle une sorte de dôme de chaleur, ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire que la ville apparaît comme une bulle chaude, une île chaude, dans un océan, entre guillemets, de fraîcheur autour d'elle, donc la campagne qui reste relativement plus fraîche. Alors cet effet d'îlot de chaleur, il résulte en fait d'une modification du bilan radiatif à l'échelle locale, ce qui régit finalement la température à l'échelle locale. Et ça, c'est lié au fait que pendant la journée, l'énergie qui arrive du soleil va être stockée, emmagasinée par les bâtiments, donc par tous les volumes qui constituent la ville et qui font sa densité, alors qu'en campagne, l'essentiel de cette énergie disponible va plutôt être utilisé par la végétation, la photosynthèse et l'évapotranspiration. Et donc pendant la nuit, ce qui va se produire, c'est que la chaleur accumulée par les bâtiments va être restituée à l'atmosphère, et donc cette restitution va être plus importante là où le stockage était plus important, dans la ville, alors que dans la campagne, là où l'énergie s'est peu accumulée, on va avoir un refroidissement qui va être très rapide. Donc finalement, les deux facteurs de contrôle principaux qui expliquent cette différence de température entre la ville et la campagne, c'est d'une part les volumes et la densité des matériaux que l'on a et des bâtiments que l'on a en ville, et la moindre présence de végétation en ville qui dissipe l'énergie différemment. L'autre facteur que l'on met souvent en avant et que parfois on croit comme étant le plus important, c'est-à-dire l'émission de chaleur anthropique par les chauffages, par les moteurs, par les véhicules, voire la climatisation, sont en fait des facteurs très secondaires, en tout cas en France, dans la différence, dans l'explication de la différence de température entre la ville et la campagne. Donc voilà un petit peu globalement comment fonctionne le processus. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à comprendre ça et quels outils on peut mobiliser pour comprendre un petit peu la répartition spatiale de ces températures. Et donc, c'est des problèmes de méthode qui sont pas simples. Et là, il faut distinguer deux échelles. Alors, la première échelle que vous avez ici représentée avec une carte d'indice de confort thermique sur une ville de Baltimore, mais peu importe, correspond plutôt au confort thermique qu'on peut avoir pendant la journée. Et donc, on sait qu'en ville, c'est quelque chose qui est extrêmement variable. Il suffit que vous soyez dans une rue très exposée au vent, par exemple, que vous soyez sur une façade, à proximité d'une façade en plein soleil très clair, ou au contraire à l'ombre sous un arbre, la sensation de confort thermique va être extrêmement différente. Donc là, c'est vraiment une échelle micro-locale sur lesquelles on a en général assez peu de mesures, mais plutôt recours à de la modélisation. Donc ça, c'est pas de l'îlot de chaleur, puisqu'il n'y a pas d'îlot de chaleur le jour. Le phénomène d'îlot de chaleur, il va se produire la nuit, et il va être à une échelle un petit peu supérieure. Donc ici, vous avez une cartographie sur la ville de Londres. Donc on est sur une grande agglomération ici, et on voit qu'on est sur de l'échelle de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs kilomètres. Donc l'îlot de chaleur, c'est pas un phénomène microclimatique, c'est plutôt du climat local ou en relation avec éventuellement le relief, donc une dimension de plusieurs centaines de mètres ou de quelques kilomètres.
et qui va permettre de regarder de façon différenciée ce qui se passe d'un quartier à l'autre, et pas forcément d'une maison ou d'un arbre à l'autre. Donc bien différencier ces deux échelles de microclimat et de topoclimat. Et donc, quels sont les outils que les territoires vont pouvoir mobiliser pour étudier cela? Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive ici, mais en regardant un petit peu ce qui est fait à droite, à gauche, et en connaissant un petit peu la littérature sur le sujet, certains d'entre vous ont peut-être travaillé. Alors, de la gauche à droite, en gros, on part des choses les plus simples et qui coûtent souvent le moins cher, vers des choses un petit peu plus complexes. Et je vais détailler quelques exemples après. Alors, dans les choses qui sont très souvent utilisées, mobilisées à l'échelle nationale et internationale. Il y a des guides de l'ADEME et du CEREMA qui permettent de travailler là-dessus. C'est une typologie finalement des quartiers urbains dérivés des études nord-américaines, ce qu'on appelle local climate zone. Je vais en dire deux mots après. Une autre méthodologie couramment déployée également est l'utilisation d'imagerie satellitaire, donc de l'infrarouge qui donne des températures de surface, le déploiement de réseaux de mesure, donc des capteurs qui permettent d'objectiver la mesure, et puis souvent couplé à la précédente, des modélisations spatiales ou physiques qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la cartographie de ces éléments-là. Alors, les LCZ, je vous ai mis ici l'ensemble de la littérature disponible ici, je ne vais pas reprendre ça, c'est intéressant dans la mesure où on a un vocabulaire international donc qui permet de comparer, de décrire les villes avec une sorte d'alphabet commun à l'échelle mondiale. En gros, en fonction de la densité des bâtiments, donc de leur dimension verticale et de leur quantité de regroupement, et en croisant aussi avec la végétation. Donc vous avez des LCZ qui vont du 1 Manhattan, en gros, jusqu'à des petits pavillonnaires de type LCZ 9, par exemple. Et puis vous avez une description simple des espaces naturels les plus représentatifs. Donc ça, c'est vraiment une revue de référence que vous avez ici, et donc qui permet d'obtenir des cartes donc, qui sont réalisées déjà très largement par de nombreux territoires. Là, je vous ai mis par exemple la carte de Rennes, et puis vous avez ici, mais je crois que Jeanne a mis dans le chat l'adresse, donc l'outil qui a été proposé par le CEREMA et qui permet d'avoir sur les grandes unités urbaines françaises l'ensemble des cartographies des LCZ. Donc c'est une démarche qui est intéressante, qui est relativement simple, en tout cas d'accès, mais qui donne plutôt un îlot de chaleur potentiel et qui ne donne pas l'intensité de l'îlot de chaleur. Si je prends l'exemple de Rennes ici, je vois que j'ai des classes de LCZ en rouge qui me disent que potentiellement j'ai un îlot de chaleur important sur Rennes, mais je suis incapable de savoir si c'est 2, 3 ou 4 degrés. De la même façon, quand je suis ici dans le orange, donc un type de local climate zone, eh bien les mesures montrent que quand je suis près du centre ou plus en périphérie, alors que je suis dans la même local climate zone, je n'aurai pas les mêmes intensités d'îlot de chaleur. Donc un outil intéressant, mais dont il faut connaître les limites également. Un autre outil qui est beaucoup mobilisé, c'est les températures de surface acquises par les satellites. Donc c'est des choses qui ont été développées dans les années 80-90 et qui permettent de voir à différentes résolutions kilométriques ou de l'ordre de quelques dizaines de mètres avec l'imagerie Landsat, les taches chaudes de température de surface. Alors, c'est de la donnée infrarouge, et ce que mesure le satellite, ça n'est jamais la température de l'air. Le satellite va mesurer la température des surfaces, et on sait bien que la température de surface n'est pas la température de l'air. On a tous marché sur du sable chaud l'été, et heureusement que la température de l'air n'est pas la température du sable sur lequel on marche. Voilà, donc dans les études que l'on peut voir dans la littérature, il est aussi important de rappeler que cet îlot de chaleur de surface, il est assez proche de l'îlot de chaleur atmosphérique la nuit. Donc quand on a des images ou des vols thermiques de nuit, on a souvent quelque chose qui est assez proche de la température de l'air. En revanche, le jour, et en fait la plupart des satellites et des images infrarouges que l'on a, par exemple le Landsat, sont des mesures de jour. Il y a un décalage important entre ce que mesure le satellite, la température de surface que vous avez ici, et la température de l'air, avec un écart important. Et en fait, ce que montre cette figure ici, c'est que alors que quand le satellite passe en fin de matinée, il mesure un îlot de chaleur de surface. Ça correspond à un moment où, dans la ville,
dans l'air, il n'y a pas d'îlot de chaleur. Parce que l'îlot de chaleur est un phénomène nocturne, alors que là, le satellite, il est passé à 10 heures du matin. Donc, il y a un décalage qui est important. Et donc, il est important de rappeler ici que même si c'est un outil qui peut être intéressant pour identifier les sources potentielles d'émissions de chaleur en ville, encore une fois, ça ne donne pas la température de l'air au niveau des quartiers. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça fait longtemps qu'un petit peu partout dans le monde, il y a des équipes qui ont travaillé pour déployer des instruments de mesure qui permettent finalement de s'affranchir de la difficulté qui vous est donnée ici par la photo de la gauche, où vous avez une station météo normée, donc c'est la station de Rennes-Saint-Jacques, au beau milieu de l'aéroport, dans un espace bien dégagé. Donc ça nous sert pour donner des températures de référence et comparer la température qu'il fait en Bretagne par rapport aux autres régions du monde. Mais évidemment, ça ne décrit absolument pas l'ambiance thermique urbaine. D'où toutes les solutions techniques qui ont été imaginées un petit peu partout dans le monde pour essayer de mesurer avec beaucoup de mesures mobiles. Pendant très longtemps, en fait, on a beaucoup travaillé comme ça, avec des mesures mobiles, des vélos, des voitures, des différents appareils qui permettent finalement de mesurer réellement la température ressentie par les habitants dans les villes. Alors, sur Rennes, mais pas que, hein, dans beaucoup d'autres villes, on a donc choisi de développer des réseaux de capteurs, des réseaux de stations météorologiques qui permettent véritablement, au plus près de ce que vivent et de ce que ressentent les gens, de mesurer cette température. Alors évidemment, on est dans une approche qui est limite entre le climat local et le climat micro, mais qui correspond mieux à ce que les gens perçoivent en termes de température en ville. Donc là, vous avez deux types d'appareillages qui ont été déployés. Alors, je vous montre les photos de Rennes, mais l'illustration de la photo que vous avez ici à gauche, c'est par exemple ce qui a été déployé à Toulouse, également, donc des stations connectées complètes qui permettent d'avoir la température, le vent, etc. Donc on en a une quarantaine sur Rennes. À Toulouse, les collègues de Toulouse en ont une soixantaine déployées sur toute l'agglomération. Et puis l'autre solution technique qui a été déployée donc à Rennes et par exemple à Dijon, à Grenoble ou à Nice, qui sont plutôt des capteurs connectés à bas coût, de plus petite taille, et donc ça permet d'en mettre beaucoup plus. On a 180 sur Rennes, ils en ont près de 200 à Grenoble, 80 sur Nice. Enfin voilà, donc c'est des solutions techniques qui sont développées dans pas mal de villes et d'agglomérations pour essayer de quantifier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment mesurer la température de l'air. Donc c'est bien ça qui nous intéresse ici, et se rapprocher de la notion de confort thermique et ou d'îlot de chaleur. Donc voilà, donc le réseau rennais, il est disponible, c'est un site qui est ouvert, accessible à tout le monde. Vous avez un QR code et l'adresse du site qui vous est donné en bas à gauche et qui permet donc à tout à chacun d'accéder à l'information du coup que vous avez ici. Donc là, c'est des captures d'écran que j'ai fait. Alors c'était le 16 mars 2026 à 4 heures du matin. Donc vous avez à gauche la vision sur l'ensemble de l'agglomération. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, et plus c'est bleu, plus ça correspond à des températures basses. Donc vous voyez qu'on était une situation où on avait 3, 4, 5 degrés en campagne et 7, 8 degrés dans le centre-ville. La partie droite vous donne ici le détail sur Rennes intra-rocade, et qui permet donc du coup, quand on a beaucoup de capteurs comme ça, d'aller assez finement, quartier par quartier, de voir les différences qui peuvent exister entre un quartier plus dense, un parc, la campagne, les petits centres-bourgs périphériques autour de Rennes, et donc d'aller finalement un petit peu plus loin là-dessus. Alors depuis 2 ans, avec Rennes Métropole, on a essayé d'aller un petit peu plus loin de cette approche ponctuelle et d'essayer de passer une dimension cartographique. Alors ça, c'est quelque chose que les élus aiment bien, parce qu'en général, quand on montre quelle température il fait à un point donné, ils veulent tout de suite savoir qu'est-ce qu'il fait comme température au point d'à côté, et on ne mettra pas un capteur sur tous les points. Et donc, on a beaucoup travaillé ces dernières années, donc dans le cadre de différents projets de recherche, à la spatialisation de ce phénomène d'îlot de chaleur. Donc là, je reprends les mêmes données que je vous avais montrées précédemment ici sur le 16 mars 2026, et donc par toute une série de méthodes de géomatique, on peut produire ici à l'échelle de la métropole rennaise cette cartographie de l'îlot de chaleur. Donc là, c'est un instantané. Le site web que vous avez ici, il permet de déployer une solution technique qui donne en instantané, en temps réel, l'îlot de chaleur mesuré sur Rennes.
Et donc, ce qui est intéressant aussi sur la carte que vous avez ici, donc il n'y a pas la légende, mais vous avez compris que plus c'est rouge, plus c'est un îlot de chaleur important, et plus c'est bleu, plus ça correspond à la fraîcheur qu'on va avoir en campagne. Et donc, ce qui est remarquable sur cette carte, c'est qu'on voit bien la tache de îlot de chaleur rennais, ici, dans la intra-rocade, avec des petites différences sur lesquelles je vais rappeler après. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la campagne autour de Rennes, la ville archipel, qui est le modèle de développement urbain de la ville de Rennes, il se traduit par la présence d'îlots de chaleur dans des villes, dans des centres-bourgs plus petits. Et donc là, c'est une dimension qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'îlots de chaleur, c'est pas uniquement les grandes villes, c'est pas uniquement les villes moyennes, mais dans des centres-bourgs de quelques milliers d'habitants, eh bien, nos mesures et nos modélisations, elles montrent que ce phénomène d'îlot de chaleur, il est aussi présent. Et donc, c'est pas uniquement un phénomène limité aux grandes agglomérations. Alors, c'est très étudié dans la littérature internationale sur les grandes conurbations. Mais en fait, nos études montrent que sur les villes moyennes, ça c'était attendu, on a des phénomènes de haute chaleur. Mais alors, on l'a aussi sur des villes de 4, 5, 10 000 habitants, donc qui caractérisent beaucoup le tissu urbain breton. Alors, une dimension importante aussi qu'il faut rappeler ici, c'est la dimension dynamique de l'îlot de chaleur, donc qui est montrée ici par cette petite animation. Donc, quand c'est bleu pendant la journée, on va attendre que la journée arrive. Voilà, donc il n'y a pas de différence de température entre la ville et la campagne. Et puis, quand le soleil se couche et que la nuit arrive, on voit l'îlot de chaleur qui se forme et qui disparaît la journée suivante. Donc, l'îlot de chaleur n'est pas un phénomène continu, c'est un phénomène nocturne qui disparaît le jour et qui se reforme la nuit. La spatialisation ici, qui vous est donnée avec les petits graphiques qui sont à gauche, elle vous montre quelle relation statistique on peut construire entre l'intensité de l'îlot de chaleur, qui est représentée ici verticalement, et puis des paramètres de contrôle qui sont en haut à gauche, en rouge, le pourcentage d'espace construit. Et on voit qu'on a une bonne relation entre le fait que plus l'espace est densément construit, plus l'intensité de l'îlot de chaleur augmente. Et puis le deuxième graphique avec les petits points verts qui montre que cette fois-ci, la densité de végétation va, elle, au contraire, diminuer l'intensité de l'îlot de chaleur. Donc les petits points verts montrent que plus on va vers un pourcentage d'espace végétalisé autour des points de mesure, donc vers 100%, plus l'intensité de l'îlot de chaleur diminue. Et donc on a finalement quelque chose qui est inversement proportionnel à la densité de végétation. Donc c'est à partir de ces règles statistiques simples que l'on peut combiner, qu'on va pouvoir produire les cartes et les animations que je vous montre ici. Donc ça, c'est des outils importants. Il y a une carte qui a sauté. Donc il y avait deux cartes ici qui sont extraits en fait de deux thèses qu'on a construites avec Rennes Métropole et qui permettent d'alimenter donc les plans climat. Donc il devait y avoir Clémence Noyau qui aurait pu développer un petit peu ces aspects-là, mais donc il y a plusieurs intérêts. Il y a d'abord un porté à connaissance pour la population. Il y a ensuite un outil d'aide à la gestion de la décision pour les acteurs du territoire qui peuvent avoir des documents cartographiques de référence et qui peuvent utiliser ces éléments pour intégrer des règles, par exemple dans le PLUI, pour définir des coefficients de végétalisation, des mesures compensatoires, et donc finalement des outils qui permettent à la fois de diagnostiquer et de proposer des outils d'aide à la décision, de politique publique pour limiter cette surchauffe urbaine. En tout cas, les outils sont disponibles. Les mettre en œuvre, c'est une autre chose, on pourra en reparler. Alors, le phénomène d'îlot de chaleur est un phénomène météorologique. Et donc, il dépend des conditions météorologiques. Donc, j'ai déjà dit que c'est un phénomène nocturne. Alors, vous avez une petite séquence sur un mois. Alors, il y a beaucoup de courbes dans tous les sens. Ce qu'il faut regarder, c'est la courbe bleue. Donc, on est à mois de septembre, peu importe lequel. Et donc, vous voyez, la courbe bleue qui fait une espèce de sinusoïde, elle monte, elle descend. En fait, l'îlot de chaleur, il se forme la nuit. Donc, la courbe bleue, elle monte. Et puis, l'îlot de chaleur disparaît le jour et on revient près de zéro. Et donc, on voit que chaque jour, enfin, plutôt chaque nuit, l'îlot de chaleur se forme et chaque jour, il disparaît. Est-ce que j'ai un petit, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que j'ai un petit stylet pour montrer ce que je veux vous montrer? Vous voyez ma souris ou pas là? On voit ta souris, Vincent, ouais, c'est bon. Super. Voilà. Et donc, ce que l'on voit ici dans cette séquence, c'est qu'on a parfois des nuits où l'îlot de chaleur est particulièrement important, et puis des nuits où, au contraire, l'îlot de chaleur est beaucoup plus faible. Et ça, on peut le mettre en relation avec les paramètres météorologiques. Quand on a beaucoup de vent, par exemple, ici, vous avez du vent fort qui apparaît au cours de ces journées-là, on voit l'îlot de chaleur qui est réduit. Et puis, quand on a beaucoup de nuages, donc pas beaucoup d'insolation, on voit également que l'îlot de chaleur, il est plus faible. Donc, en fait, l'îlot de chaleur, il va être guidé, contrôlé par les conditions météorologiques. Et donc, les conditions favorables à l'îlot de chaleur, c'est des situations de ciel clair,
plutôt anticycloniques. Donc c'est un petit peu ce qu'on va connaître ces temps-ci, ou ce qu'on a connu au cours à la fin du mois de mai dernier, des situations favorables aux îlots de chaleur. C'est pas uniquement le fait qu'il fasse chaud, on a des îlots de chaleur dans des situations fraîches, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de nuages et pas beaucoup de vent. Alors ce petit tableau-là, il vous fait un résumé finalement de l'ensemble de la climatologie de l'îlot de chaleur sur Rennes. Ici, c'est la différence de température moyenne entre le centre-ville de Rennes et la campagne. Plus c'est vert, moins il y a de différence, et plus c'est rouge, plus on a une différence importante de température entre le centre-ville et la campagne. Et c'est classé en fonction du mois, qui vous sont donnés ici de janvier à décembre en ligne, et en fonction des heures. Donc en vert, vous avez la grosse tache verte du milieu qui montre qu'il n'y a pas d'îlot de chaleur le jour. Et vous avez la partie orange et rouge qui vous montre que l'îlot de chaleur est bien un phénomène qui se produit la nuit, et il se produit essentiellement en saison chaude, vous voyez, d'avril-mai jusqu'à septembre, voire début octobre, où on a en moyenne les îlots de chaleur les plus forts, et la différence de température ville-campagne à Rennes, en moyenne la nuit, c'est de l'ordre de 2 degrés. C'est-à-dire que si je reprends ce que je vous disais tout au début, si à Rennes, la température moyenne a augmenté de 2 degrés du fait du changement global, eh bien, il faudra ajouter en ville 2 degrés supplémentaires liés au phénomène d'îlot de chaleur qui a à peu près la même magnitude en termes de changement entre le changement global et le changement local. Donc, on voit l'importance de ce phénomène dans la modification du climat. Alors, quelques éléments pour finir aussi sur ce diagnostic, finalement, cette quantification de l'eau de chaleur. Donc, je vous ai remis ici quelques éléments de conclusion que je rappelle ici. Et quand on regarde la fréquence des îlots de chaleur, plus de 2 degrés d'îlots de chaleur à Rennes, ça se produit à peu près une fois sur deux. Une fois sur deux, plus de 2 degrés, c'est facile à s'en souvenir. Une nuit sur 3, c'est plus de 3 degrés. Voilà. Par contre, il y a un piège, c'est pas une nuit sur 4 à plus de 4 degrés. Plus de 4 degrés, c'est plutôt une nuit sur 5. Donc, des îlots de forte intensité à Rennes, ça se produit à peu près une nuit sur 5. Alors, maintenant, combinons le global et le local. Donc là, je reprends en partie les chiffres que je vous ai montrés tout au début et que Pierre a montré ici, a montré avant, qui sont l'évolution des journées chaudes. Donc là, c'est pas l'îlot de chaleur qui est en cause, puisque l'îlot de chaleur est un phénomène nocturne. Donc la chaleur de jour, elle augmente à Rennes depuis 1945. C'est le nombre de jours à plus de 25, à plus de 30 degrés. Donc les mêmes indicateurs que Pierre a montré précédemment, et on voit que ça augmente. Ça, c'est l'effet global, le climat qui se réchauffe, et donc plus de chaleur disponible dans l'atmosphère. Maintenant, on regarde les nuits tropicales. Donc là, le phénomène nocturne, on le regarde dans la campagne, c'est les petites barres vertes, donc toujours depuis 1945. On voit que dans les années 40-50, eh bien, les nuits tropicales, ça n'existait pas. Enfin, c'est un phénomène qui se produisait une fois tous les 20 ans, donc un phénomène quasi inexistant. Puis on voit que le vert, au fur et à mesure qu'on se rapproche de nous, là maintenant, il est de plus en plus fréquent. Donc ça se produit à peu près une année sur deux dans la campagne rennaise. Et puis en rouge, il y a nos observations en ville. Qui montre que dans le centre-ville de Rennes, on est plutôt aujourd'hui entre 5 et 8 nuits tropicales par an, donc au-dessus de 20 degrés. Donc la température qui ne descend pas en dessous de 20 degrés. En 2023, on était à 12, et en mai de cette année, en mai 2026, on a eu dans le centre-ville de Rennes 4 nuits tropicales. On n'avait jamais observé de nuit tropicale en ville et même en campagne depuis le début des mesures. Donc on est vraiment sur un changement très spectaculaire. Et l'autre chose spectaculaire que je vais vous montrer ici, c'est ce qui s'est produit dans la nuit du 17 au 18 juillet 2022. Donc le 18 juillet 2022, c'est quand on a battu les 40 degrés, le record de 40 degrés,5 à Rennes. Mais pendant la nuit encore plus spectaculaire, on avait donc ici une différence de plus de 9 degrés entre le centre-ville de Rennes, où la température était à 23,8 degrés, et les stations de référence en campagne, on était légèrement en dessous de 15 degrés. C'est-à-dire qu'on avait plus de 9 degrés d'écart à 10 km à vol d'oiseau. Donc le phénomène urbain de réchauffement climatique, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, et qui montre finalement à quel point la ville, on peut la considérer comme une sorte de grand accélérateur du changement climatique, en superposant l'effet global à l'échelle locale. Et donc la dernière chose que je voulais vous dire, et qui reprend donc beaucoup des guides qui sont publiés par l'ADEME, avec une nouvelle synthèse qui doit sortir aujourd'hui, et qu'on résume très souvent par les solutions grises, vertes et bleues, c'est-à-dire comment adapter ou préparer nos villes à ces plus fortes chaleurs, et surtout comment réduire le phénomène d'amplification des fortes chaleurs en ville. Donc les solutions grises, c'est tout ce qui finalement concerne l'aménagement urbain et l'utilisation des matériaux.
Donc la façon dont sont disposés les bâtiments les uns par rapport aux autres, le fait que la ville soit ouverte et plus apte à être ventilée. C'est vrai, notamment si on est près de relief ou près de la mer. L'utilisation de l'albédo, c'est-à-dire de la capacité des matériaux à réfléchir l'énergie plutôt qu'à l'absorber et donc la restituer pendant la nuit. On peut s'inspirer des expériences de type Cool Roof ou de certaines villes du bassin méditerranéen qui ont intégré le fait que les villes doivent être plus claires, enfin plus claires, mais pas trop non plus, parce que ça a d'autres effets. Donc voilà, donc c'est tout ce registre-là de solutions que mobilisent déjà beaucoup de villes et qui sont effectivement utiles pour lutter contre la surchauffe urbaine. Le deuxième levier, souvent appelé les solutions dites vertes, c'est tout ce qui concerne la végétalisation des villes avec, si je prends le cas de l'arbre, deux effets intéressants. L'ombre portée, tout simplement. À l'ombre d'un arbre, il fait plus frais que dans une rue en plein soleil. Donc là, c'est plutôt le confort thermique diurne. Mais du fait de l'évapotranspiration, le fait que l'arbre consomme de l'eau, ça va globalement aussi dissiper l'énergie et diminuer l'îlot de chaleur également pendant la nuit. Et puis, il y a toutes les autres solutions qui sont représentées ici en termes de végétalisation, des toitures, des façades, des espaces de stationnement qui n'ont pas forcément besoin d'être asphaltés. Et donc, tout ce qui permet à la végétation finalement d'évapotranspirer sont autant de moyens, de leviers pour éviter la surchauffe urbaine. Enfin, et je terminerai là-dessus, les solutions dites bleues, donc celles qui vont mobiliser la place de l'eau. Alors, je pense qu'à Bordeaux, on nous parlera des miroirs d'eau, mais c'est effectivement quelque chose qui a beaucoup été mobilisé dans beaucoup de villes, qui apporte un confort thermique, en tout cas une sensation de rafraîchissement qui est toujours agréable quand on est en pleine chaleur. Mais il faut voir aussi plus largement le même processus physique dont j'ai parlé à plusieurs reprises, donc la possibilité à l'eau de s'évaporer et donc de faire en sorte que la surchauffe urbaine soit limitée via les transferts d'énergie. Il y a des expériences qui ont été tentées à Paris, à Tokyo également, d'asperger les rues et les trottoirs. Bon, alors, dans un contexte de restriction de la disponibilité de la ressource en eau, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est une solution idéale à recommander, mais en tout cas thermiquement, l'effet il est bien présent. Et puis évidemment ici la photo de l'expérience grandeur nature qui se produit à Rennes avec l'enlèvement du parking Vilaine. Des choses qu'on a aussi ailleurs en France, dans le monde, à Strasbourg et autres, où finalement les villes retrouvent leur fleuve, pas uniquement pour des questions thermiques, mais aussi pour des raisons culturelles, patrimoniales, etc., qui sont également des solutions intéressantes à mobiliser. Voilà. Cette diapositive pour terminer un petit peu plus tôt sur les solutions, puisque Pierre et moi, on a plutôt commencé à plomber l'ambiance au début, en montrant à quel point on allait vers un futur qui était très problématique. Alors, une dernière chose quand même, pour terminer, c'est que toutes ces solutions d'adaptation, en partie fondées sur la nature, elles ont aussi des limites, et notamment en fonction du degré de réchauffement, puisqu'on sait qu'au-delà de 2 degrés et demi de réchauffement, beaucoup de ces solutions seront beaucoup moins efficaces, plus difficiles à mettre en œuvre, et donc l'adaptation ne doit pas être pensée sans oublier la nécessité impérieuse de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Effectivement, pouvoir combiner atténuation et adaptation, complémentarité des solutions. Il y a pas mal de questions sur la conversation, notamment par rapport aux données de jour. On y reviendra donc comme prévu. Voilà, Vincent pourra y répondre en fin de webinaire. Et ben on va tout de suite passer à la mise en place de solutions avec le retour d'expérience de Bordeaux Métropole. Donc Camille, je te laisse prendre la parole et le contrôle de la présentation. Merci. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation et proposition voilà, à vous faire part en fait avec beaucoup d'humilité de la façon dont on a travaillé sur Bordeaux Métropole pour la mise en place du premier plan d'adaptation à la chaleur. Voilà, ce qui est vraiment super dans le webinaire que vous êtes en train de voir, c'est que effectivement les premiers travaux que nous avons menés, c'est de savoir de quel diagnostic, comment on pouvait
avoir de la donnée qui allait nous permettre justement de programmer, si ce n'est la fraîcheur demain, en tout cas de réduire les vulnérabilités à la chaleur. Et tout ce qui vous a été présenté, ce sont des choses sur lesquelles on a travaillé les dernières années pour connaître un petit peu plus finement voilà, l'état de vulnérabilité du territoire. Très, très, très bref. Sur Bordeaux Métropole, un portrait voilà, en très rapide. On est un établissement public de coopération intercommunale de 28 communes autour de la Garonne, voilà, sur la rive gauche et la rive droite de la Garonne, avec 850 000 habitants. Une spécificité peut-être, c'est qu'on a à peu près 50% de territoire urbanisé et 50% d'espaces naturels. C'est des choses qu'on va retrouver dans les présentations que Vincent a faites sur voilà, la caractérisation des îlots de chaleur. À peu près une dynamique de 10 000 habitants supplémentaires par an, et puis 23 quartiers prioritaires de la ville, ce qui a aussi un impact sur la vulnérabilité à la chaleur. Sur la métropole de Bordeaux, on avait déjà une historicité avec les limites que ça avait, et, elles ont été exposées, mais dès 2013, il y a eu des premières cartographies de température de surface, donc avec les satellites Landsat. Donc on avait un début d'historicité entre 2013, des campagnes qui ont été faites en 2018, juillet à chaque fois, et 2022. Et par ailleurs, on a commencé à travailler un petit peu, on sentait qu'on était exposé, un territoire exposé, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, un territoire exposé, mais on voulait aller un tout petit peu plus loin sur la caractérisation de cette exposition. C'était aussi une préoccupation des élus, et donc il y a un certain nombre de diagnostics qui ont été menés. Dans les chiffres, donc sur le territoire métropolitain, mais comme en Bretagne, on l'a vu, on suit les trajectoires de la traque avec plus 4 degrés à la fin du siècle. Mais ce qu'on a constaté, c'est que dès à présent, en fait, dès 2022, lorsqu'on a travaillé sur ces diagnostics, on avait 99% de la population qui était déjà exposée à une très forte chaleur. On avait déjà 54 jours au-dessus de 30 degrés. Et bien sûr, chaque année, malheureusement, un des records absolus de température supérieure qui sont constatés chaque année. Les cartographies là, de température de surface que vous voyez sur le territoire métropolitain, elles ont incité les élus à se dire il nous faut une réponse dédiée à l'adaptation à la chaleur. Il faut qu'on travaille à un programme d'action, c'est-à-dire que la métropole ne faisait pas rien, et bien sûr les communes encore moins. Il y avait depuis déjà de nombreuses années des activations de plans graduels de canicule et de gestion de crise. Il y avait des plans des programmes de végétalisation. Le programme Bordeaux Métropole s'appelle Plantons 1 million d'arbres notamment. Il y avait déjà des actions qui étaient menées. Mais au regard des diagnostics et des cartographies, les élus se sont dit il faut qu'on intensifie nos efforts. Et surtout, ces cartographies, elles nous révélaient déjà un certain nombre de choses. Comme vous le voyez, donc la tache jaune liée aux températures très élevées entre 2018 et 2022, elle augmente très, 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 très fort, avec les limites qui ont été exposées, bien évidemment, juste avant. Mais la tache jaune augmente de façon exponentielle. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait à peu près, même si la tache jaune est importante, le même nombre de ce qui est dit îlots de fraîcheur et dit îlots de chaleur. Donc, on s'est dit, il y a des territoires vulnérables et des territoires ressources sur la métropole. Et parmi ces territoires vulnérables, on s'est dit, où agir, en fait, c'est si important. Effectivement, le milieu urbain, on en a parlé, était particulièrement important, mais effectivement, tous les centres-bourgs des communes de la métropole, donc où agir en priorité. C'est ce travail-là qui a donc été mené à la demande des élus pour enrichir un peu nos diagnostics. Et donc, en complément des travaux qui vous ont été menés là sur les diagnostics de température et
avec les limites, effectivement, on a aussi tâtonné sur les températures de surface qui donc sont de la surface. On a travaillé aussi sur des cartographies d'indices de confort thermique urbain qui prennent, donc des indices composantes, qui prennent en compte la morphologie, comme c'était exposé par Vincent précédemment, qui prennent en compte la morphologie et plutôt qui travaillent la question du ressenti à hauteur d'habitants. Néanmoins, effectivement, sur la question de où agir, c'était pas encore complètement, c'est-à-dire que c'était bien sûr satisfaisant sur les diagnostics, mais ça nous aidait pas à dire, voilà, quel territoire en priorité. Ce qu'on le savait par ailleurs, c'est qu'il y avait une vulnérabilité qui était inégalement répartie, due effectivement à une vulnérabilité sociale, puisqu'on le sait, on en a parlé aussi à l'instant. Les populations les plus vulnérables sont les personnes âgées, les enfants en bas âge, les foyers dans une précarité de logement thermique, etc. Et donc, c'est ça qu'on a cherché à caractériser avec l'agence d'urbanisme à l'occasion de cet indice de vulnérabilité sociale à la chaleur. Qui croise, je vais aller assez vite, mais qui croise à la fois les températures de surface, donc l'aléa chaleur, qui croise les données de sensibilité et donc effectivement les données de vulnérabilité plutôt sociodémographiques, et puis la capacité à faire face, c'est-à-dire où sont les ressources de fraîcheur, a-t-on des ressources de fraîcheur à disposition ou disponibles proches de son lieu de vie. Et l'ensemble de ces indicateurs nous a permis de construire cet indicateur de vulnérabilité sociale, de constater par là même qu'on avait 50%, presque un habitant sur deux qui était en vulnérabilité sociale forte à très forte dès aujourd'hui, et donc conforter la nécessité d'agir et surtout d'intensifier les efforts. Donc le travail qui a été mené, c'est d'abord un temps de vraiment mobilisation collective sur ces questions-là, puisque de fait, la question de la chaleur par rapport aux compétences de la métropole, elle intervient dans un certain nombre de politiques publiques. Elle intervient sur la question effectivement des politiques climatiques et des politiques de végétalisation, mais aussi des politiques de mobilité, puisqu'on construit des infrastructures, notamment de mobilité active, qui seront vraisemblablement caduques si on ne les accompagne pas dans quelques temps, si on ne les accompagne pas de dispositifs effectivement qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur, enfin en tout cas contre des températures élevées. C'est aussi dans les politiques d'habitat, dans les politiques dans les politiques de la ville. Et donc le premier travail a été vraiment une mobilisation collective, d'aller regarder dans l'ensemble de nos politiques publiques qu'est-ce qui était déjà pris en compte, comment on luttait contre l'effet d'îlots de chaleur dans les documents de type PLU et des documents de référence, et quelles actions étaient menées. Fort de ce constat-là et des cartographies qui vous ont été présentées, on a décliné de façon un peu plus fine par pôles territoriaux, et puis on a aussi mené un certain nombre d'ateliers et de rendez-vous avec les directions de la métropole, les communes et les maires de la métropole, pour aussi les questionner sur eux, leur ressenti en fait par rapport aux attentes des habitants, pour essayer de déployer un plan d'action qui soit à la fois qui parte effectivement des compétences, mais aussi qui répondent à une forme d'urgence en fait exprimée par les habitants. Donc on a eu 2 années de construction de ces diagnostics, dans les mêmes temps de définition et d'échange sur les priorités et où agir en priorité, parce que de fait, on ne peut pas agir partout malheureusement, et donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix politiques par rapport à cette action. Et puis donc ça a mené en juin 2024 à l'adoption d'un premier programme d'action que je vais présenter juste après, avec un objectif qui était déjà dans notre plan climat, donc qui a été juste repris, qui est d'une ambition que chaque habitant de la métropole puisse avoir un espace de fraîcheur à 5 minutes de son lieu de vie, que ce soit des espaces ouverts ou fermés, en tout cas qu'elle puisse avoir accès à ces espaces de fraîcheur. Aujourd'hui, on a à peu près un habitant sur deux qui est couvert, 51% de la population. Ce
ce que ces diagnostics ont permis, et avec les échanges aussi, c'était de se dire, il y a des réponses, et on l'a vu aussi dans ce qui vient d'être présenté sur les solutions grises, etc. Les réponses, elles doivent être vraisemblablement territorialisées et adaptées, c'est-à-dire que on va y revenir, mais effectivement, parfois, on ne peut pas planter, et donc il faut mettre des dispositifs de solutions grises. Parfois, on est dans une vulnérabilité sociale forte parce que, effectivement, la question est plutôt d'adapter le bâti. Parfois, c'est parce qu'on a un déficit d'espace vert, et donc là, sur certains territoires, et donc là, l'enjeu est plutôt d'augmenter, effectivement, les espaces de nature pour les habitants. Donc, on a décidé de travailler, les élus ont décidé de travailler à la fois sur les territoires vulnérables, mais aussi sur l'augmentation des capacités de ressources du territoire et d'adapter les solutions aux différents territoires. L'ensemble de ces échanges nous ont permis aussi de travailler sur une espèce de commun d'indicateurs, pas au sens de pilotage, mais aussi au sens de ce sur quoi nous allons faire porter l'effort dans ce premier programme d'action, avec un enjeu bien évidemment de maintenir l'habitabilité du territoire en période de forte chaleur. Ça veut dire lutter contre l'isolement social, lutter contre la baisse aussi des déplacements, lutter contre l'affaiblissement du lien social, des activités, de l'activité économique. Et c'est pareil, ça a été présenté dans les impacts très, 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 très concrets qui ont été présentés par Vincent préalablement. Et puis de garantir un accès équitable, effectivement, au confort thermique, parce que tout le monde n'a pas, effectivement, il y a une question d'espace public, etc., mais tout le monde n'a pas le même accès à des ressources de fraîcheur. Donc voilà, accès à des espaces frais, accès à l'eau et à l'eau à boire en premier lieu, de travailler sur la question des déplacements pour qu'on maintienne justement cette possibilité de vie en période de très forte chaleur. Je ne sais pas combien il fait chez vous en Bretagne, mais nous, on frôle déjà les 40 degrés, ça va augmenter ce week-end. On le voit, il n'y a vraiment personne dans la rue, donc on a vraiment cet effet de confinement déjà très très fort, donc par des parcours fraîcheur. Et puis voilà, sur la question de la production et de la fabrique de la ville, puisque c'est donc des compétences métropolitaines, augmentation de la canopée, de la désimperméabilisation des sols, et puis la question du confort thermique dans le bâti. Je vais passer un peu vite, l'heure tourne. L'idée n'est pas de vous exposer l'ensemble des 10 actions. Oui, Jeanne, Tu peux prendre ton temps, Camille. Ok, on a le temps. entendu. De vous exposer l'ensemble des 10 actions prioritaires en fait du plan d'action, mais juste pour vous dire qu'elles résultent en fait, il y a à la fois des solutions de court terme et des solutions de long terme, et surtout une convergence des moyens entre l'ensemble, je le disais, des actions et des politiques publiques. En somme, à l'instar, vous êtes des spécialistes du climat aussi ici, à l'instar de ce qui est mobilisé dans les plans climat. Sur les actions un peu plus de court terme, on avait des actions qui sont vraiment liées à l'ingénierie métropolitaine, par exemple, effectivement, un plan fontaine pour augmenter d'une centaine le maillage de fontaines. Et puis, on a choisi aussi, au regard des temps d'échange, de concertation, de travailler sur également sur cette phase un peu de lancement et d'accélération, enfin d'impulsion en fait d'une dynamique sur le territoire, c'était de voir aussi qu'il y avait un certain nombre dans le tissu associatif, dans les commerces, un certain nombre d'actions, et donc d'accompagner en fait cette dynamique, et ça a été le cas notamment avec la mise en place d'un budget participatif et de faire monter des solutions qui soient proposées par les citoyens en collectif de citoyens organisés ou par les associations, parce que connaissent leur territoire, ils connaissent les habitants, ils connaissent les populations vulnérables, et ils connaissent aussi effectivement les endroits les plus vulnérables, et donc et puis ils ont aussi une capacité créative sur les solutions que parfois les collectivités peuvent moins mettre en place, et donc de travailler aussi à partir de ce premier plan d'action à cette question un petit peu de mobilisation, mais aussi d'organisation sociale, parce que c'est une question d'ingénierie, mais c'est aussi une question d'organisation sociale, le fait de vivre avec la chaleur demain.
Voilà, donc aussi un fonds d'expérimentation, je le dis parce que c'est un fonds d'expérimentation, c'est-à-dire que sur les solutions qui ont été citées parmi les solutions grises et ponctuelles, comme par exemple le déploiement de voiles d'ombrage, mais aussi les cool roofs, par exemple, les technologies techniques dites de cool roof. On avait beaucoup de questions des élus. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche vraiment bien ou pas trop? Et, effectivement, est-ce que il y a des effets positifs? Ils ont été soulignés avant de refroidissement. Mais par contre, voilà, si on peint il y a des effets d'éblouissement ou d'autres effets corrélés. Et donc, la mise en place de ce fonds a permis d'accompagner les communes de la métropole à déployer leurs premières, de mettre vraiment un pied à l'étrier, et puis de créer véritablement une communauté avec un certain nombre de webinaires, de ressources disponibles sur ces sujets de solutions ponctuelles, et bien sûr de prendre des mesures de température pour voir ce qui fonctionne moins bien, et d'enrichir ça. Voilà, des choses sur les lieux refuges et les espaces frais, les cours végétalisés, mais aussi des questions plus prospectives sur la question du confort thermique et de la production de froid demain dans les bâtiments. Et in fine, ce que l'on vit, c'est vraiment la création d'une véritable infrastructure de fraîcheur à l'échelle de la métropolitaine. L'ensemble, en fait, des actions, petit à petit, vont créer cette infrastructure avec avec des solutions qui sont vraiment très de proximité à l'échelle du quartier, à une infrastructure qui va contribuer à la résilience, et y compris à la résilience écologique du territoire à long terme. Je dis ça, ce n'est évidemment que le début. Voilà l'infrastructure de fraîcheur qui est projetée. Alors, euh, on la symbolise en vert. Il y a les parcours fraîcheur qui seront faits vraiment parce que c'est possible, effectivement, avec de la végétalisation, de la désimperméabilisation des sols. On pense aussi beaucoup faire avec l'existant. Donc, parfois, c'est aménager l'ombre, tout simplement, sur ces parcours frais. Il faut vraiment, je pense, voilà, faire aussi avec ce qui, parfois, il y a des très belles canopées, des places voilà, qui sont juste à réaménager pour produire un nouvel, si ce n'est îlot de fraîcheur, mais en tout cas des places avec du confort thermique plus agréable et qui deviennent des oasis urbaines. On a à peu près quand même, sur la métropole, on a à peu près un espace public sur quatre, hein, qu'on a besoin de rafraîchir sur les 24 communes, sur les 28 communes, pardon, c'est assez important. Et on a estimé sur ces parcours fraîcheurs qu'on a à peu près en passant par justement les quartiers les plus vulnérables, donc on a voilà, superposé, hein, la carte que vous avez sous les yeux, elle superpose en creux, elle n'est pas visible ici, ça serait illisible, mais elle passe par les endroits, les parties du territoire les plus exposées, les plus vulnérables socialement à la chaleur. Et donc en passant par là, on a voilà, à peu près 200 km de parcours fraîcheur sur l'ensemble du territoire qui serait prioritaire en fait à programmer dans la décennie. Sur notre feuille de route 2026, donc on a, on a un enjeu, donc on a adopté, voilà, il y a une dynamique collective, les choses se mettent en place progressivement, on a toutes les actions du plan d'action qui sont lancées, mais l'enjeu est un peu double. On a quand même d'abord l'idée de passer on intègre quand on peut, ce qui est quand même un petit peu le cas, c'est-à-dire qu'on végétalise quand on a des opportunités de végétalisation, il y a pareil sur la désimperméabilisation. On intègre quand on peut à vraiment programmer la fraîcheur et programmer la réduction des îlots de chaleur. Et ça, ça intervient donc c'est pour ça que c'est un enjeu très très fort. Ça intervient dans un contexte de très forte tension budgétaire, comme vous le savez. Et donc, voilà, il va falloir travailler aussi, malgré tout, encore un petit peu cet argumentaire d'une nécessité, effectivement, de programmer la fraîcheur. En tout cas, de convergence des moyens, sans nul doute. Et puis, un deuxième enjeu, c'est vraiment de faire mieux converger le programme et les actions que vous avez vues avec le vécu et le ressenti des habitants. On mène, par exemple, une étude sur justement les quartiers prioritaires de la ville et ce qu'on peut mettre en place d'ores et déjà.
avec des objectifs pour 2026 et puis je dirais presque pour ce début de mandature, de décliner les outils que vous avez vus qui ont été présentés en fait à l'échelle vraiment de chaque commune pour accompagner les nouveaux exécutifs à dire où est-ce que j'agis en priorité, donc à hiérarchiser les projets en fonction de bien sûr là où c'est le plus vulnérable, mais aussi là où il y aura le plus d'impact, justement, on le disait, ou le plus de co-bénéfices sur la santé, sur la résilience ou même sur l'activité économique s'il le faut. Et puis d'accélérer bien sûr le déploiement de tout ce qu'on a vu, les oasis, les plans fontaines, et puis d'intégrer en fait, voilà, on a des mécanismes d'intégrer en fait cette question de la fraîcheur dans l'ensemble des programmations pour pouvoir programmer effectivement ces kilomètres de parcours frais notamment, et avec le lancement également d'un laboratoire d'innovation sociale, puisque, comme je le disais, c'est une nécessité de mobilisation collective et de faire se combiner l'ensemble en fait aussi des morceaux de solutions qui peuvent être proposés par les différents acteurs. Je pense aux bailleurs, alors là, on est vraiment on est en métropole, hein, donc je parle vraiment sur la fabrique de la ville, mais l'ensemble de ces acteurs-là, et on voit aussi que ça fait converger plusieurs enjeux. Je pense les cours d'école végétalisés qui sont dotés progressivement d'un espace frais pour pouvoir maintenir l'accueil des enfants à l'école, peuvent devenir aussi des oasis urbaines, on le voit progressivement, des oasis et des micro-parcs et lieux refuges de façon chronotopique, le week-end ou le soir. Certaines rues sont des rues aux enfants et donc constituent des tout débuts en fait de noyaux d'îlots de fraîcheur de proximité. Parfois, il n'y a plus qu'à étendre le chemin et le parcours frais vers le parc d'à côté et on augmente effectivement la capacité à faire face à un certain nombre d'habitants. Donc voilà un petit peu la feuille de route et les enjeux pour ce début de mandat, d'organiser ça, d'accélérer, de programmer effectivement, c'est-à-dire plus à l'opportunité, mais bien d'intégrer cette programmation, bien entendu, y compris dans l'ensemble des documents réglementaires, dans les modifications de PLU, etc. Je crois que ça se terminait sur voilà, cette diapositive pour moi. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Camille. Bah oui, effectivement, on retiendra l'action à la fois sur l'aménagement et puis sur le bâti, et donc avec effectivement l'idée de pouvoir faire converger les objectifs avec les moyens. Et là-dessus, bah, je vous renvoie notamment à l'outil, le PPI, le cahier adaptation du PPI aligné climat, donc notamment qui est sorti récemment et qui a été développé par l'ICATCE. Voilà, alors il y a vraiment beaucoup de questions. Je vous propose quand même qu'on les survole toutes et tous, même si effectivement les intervenants ont commencé à y répondre, enfin voilà, ou même y ont répondu en partie, en tout cas sur la conversation. Mais voilà, peut-être pour celles et ceux qui voilà qui n'en ont pas encore pris connaissance. Voilà, donc il y avait une question de Cécile sur les différences, les différences de scénario médian et pessimiste. Est-ce que la différence est due aux actions qui seront mises en œuvre d'ici là ou à des modèles météorologiques différents? Donc là, Pierre avait répondu. Pierre, je sais pas si tu veux reprendre la parole du coup dessus pour résumer un petit peu ta pensée sur la question Oui. de Cécile. Ouais. Alors en fait, les différentes projections, c'est toutes des projections du même scénario. Le scénario, c'est la trajectoire d'adaptation de l'État. Donc la France se réchauffe de plus 4 degrés en 2100. Et du coup, ces projections, c'est vraiment, elles sont différentes uniquement à cause d'hypothèses de modélisation qui sont différentes selon les scientifiques qui les ont produites. On en utilise qui sont il y en a 17 et elles viennent de Météo France, de l'Institut Pierre-Simon Laplace, mais aussi d'organismes météo et climatiques ailleurs dans le monde. Voilà, donc c'est vraiment la différence entre une projection pessimiste ou optimiste, c'est vraiment juste dans la façon dont elle a été modélisée et dans la façon dont elle va traduire le réchauffement de plus 4 degrés en impact sur la température, etc. Donc voilà.
Merci Pierre. Et du coup, par rapport aux questions, il y avait d'autres questions après pour toi, mais donc notamment Victor qui posait la question de l'évolution du nombre et de l'intensité de vagues de chaleur. Euh, donc, bah pareil, je te laisse reprendre la parole là-dessus. Donc pour tout ce qui va être les indicateurs de nombre de journées chaudes ou les pics, les records, etc., ceux-là, ils sont disponibles jusqu'à la maille communale. Dans notre outil, par contre, les vagues de chaleur, là, les bulles que je vous ai montrées, ça, c'est vraiment des indicateurs qui sont définis pour des emprises spatiales assez larges, donc la région Bretagne dans son ensemble. Voilà. Et donc ceux-là, ils sont pas disponibles ni calculés à des échelles plus fines. Mm. Merci Pierre. Et du coup, il y avait une question de Karine sur les besoins en confort thermique, donc multipliés par 3 d'ici 2050. Et donc sur le fait de quantifier le besoin initial. Et on avait une autre remarque, on va dire, enfin question de le fait de pouvoir parler plutôt que de parler de confort d'été, d'avoir une question de terminologie parler plutôt de saison chaude. Et donc là-dessus, bah pareil, je te laisse reprendre la parole, Pierre, sur ces deux questions. Oui, effectivement, l'indicateur de confort thermique d'été, à la base, il s'appelle les degrés jours de climatisation. Nous, on a un peu choisi de pas mettre climatisation dans le nom pour des raisons, enfin pour pas induire une solution implicite. Mais effectivement, c'est des termes qui sont anciens. On parle de confort d'été. Maintenant, on voit bien que la question de la chaleur, c'est plus qu'une question estivale. Donc oui, il y aurait besoin de les revoir, etc. Ça, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord. Et donc sur la partie où trouver du coup les valeurs de ces besoins-là, donc c'est les indicateurs qui sont mesurés en degrés jour. On cumule des degrés au-delà d'un seuil de température tous les jours. Et c'est cette évolution de cumul de degrés qui donne le x3, x4,5. Effectivement, dans l'outil, il n'y a que le x3 ou le x4,5. Si vous voulez aller voir, si vous voulez avoir la valeur de ce cumul de degrés, il faut aller sur notre site Open Data, je vous ai mis le lien, et vous sélectionnez votre territoire, et vous sélectionnez degrés jour de refroidissement. Et là, vous allez avoir, en cochant valeur absolue et pas écart à la référence, vous allez avoir la valeur brute, qui n'est pas hyper parlante. Vous allez avoir 600 degrés jour. Et voilà. Mm. Merci. Alors, on avait aussi une question sur à quelle région du monde pourrait être comparée la Bretagne sur la période 2025-2040. Alors, après, évidemment, avec toutes les disparités qui ont été évoquées, mais voilà, je ne sais pas si l'un de vous, Pierre ou Vincent, vous voulez répondre là-dessus. Ouais, alors c'est ce qu'on appelle la méthode des analogues. Alors après, c'est difficile de comparer exactement climat dans sa globalité. Donc on prend plutôt les valeurs de température moyenne annuelle et puis on se dit, voilà, bah, Rennes aujourd'hui, c'est Bordeaux il y a 50 ans, à ce que j'ai répondu. Et dans les années plus chaudes, on est quelque part entre Toulouse et Montpellier. Et à plus 4 degrés, ça nous met au centre du Portugal. Voilà, et Rennes, quelque part Mhm. entre Brest, quelque part entre Bilbao et Vigo. Enfin voilà, donc ça correspond à une translation vers le sud d'un peu plus d'un millier de kilomètres, hein. Donc c'est quand même des changements qui sont très significatifs. Alors après, Mhm. ça donne pas l'ambiance climatique totale, puisque le climat, c'est pas que la température moyenne annuelle, et on a, avec Pierre, insisté sur le fait qu'il fallait pas regarder que la moyenne. Il faudrait tenir compte aussi des précipitations, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on peut pas dire que le climat de Rennes ou de Brest, ce sera Nice ou Montpellier. Déjà parce qu'on sera pas près de la Méditerranée, et puis voilà, parce que c'est pas simplement une translation. Mais enfin, ça donne quand même une petite idée de ce que ça peut représenter en termes de chaleur potentielle. Mm. Merci Vincent. Il y avait un ensemble de questions sur les méthodes de calcul. Est-ce qu'il y a un environnement standard dans lequel installer des stations météo? Est-ce qu'il peut y avoir des variations au niveau des calculs à 20 minutes près? Est-ce qu'il y a un indicateur de jour? Et une question d'Antoine sur est-ce que c'est une bonne interprétation des chiffres, que de dire que l'urbanisation ne crée pas de jour un fort effet surchauffe comparé aux zones périphériques rurales à niveau de température égale. Ouais.
bien sûr. Alors, quand on mesure de la température en ville, on le fait absolument pas dans des conditions normalisées telles qu'on doit le faire quand on compare les différents climats du monde dans les mesures qui sont faites dans les aéroports. Donc, on essaie quand même d'avoir des choses comparables. C'est la raison pour laquelle on se met plutôt à 2-3 mètres. Alors, 3 mètres, ça évite que les gens viennent trafiquer les capteurs. On s'éloigne des parois qui peuvent réchauffer fortement, donc on évite d'être trop près des murs. Et après, bah, si on veut mesurer des choses particulières sous les arbres, alors en général, c'est plutôt des sites exposés, mais on peut aussi avoir un intérêt à mesurer des températures sous les arbres pour voir un peu l'effet des ombres portées. Donc, dans tous les cas, il faut être sur un protocole qui permet effectivement de comparer les choses les unes par rapport aux autres. Et il y a un point qui est très important, alors qui est un peu technique, mais quand on fait des mesures en ville, alors les capteurs de température maintenant sont très bonne qualité. Par contre, l'abri météo, puisqu'on doit toujours mesurer une température à l'ombre, et donc le choix de l'abri, il doit être très 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 méticuleux. Alors après, une fois qu'on a des mesures de température, d'humidité, il y avait une autre question aussi. On peut faire différents indices. Donc il y a enfin on peut calculer du CTX, du Midex, de la TMRT. Enfin il y a plein d'indices de température plus ou moins complexes qu'on peut produire. Sachant qu'après, les variations spatiales des paramètres météo en ville sont pas tout à fait les mêmes. Le vent varie beaucoup. Le phénomène d'exposition, il y a des effets Venturi, des effets de canalisation. Enfin bon, bref. Donc l'impact du vent sur la température ressentie en ville, il est assez compliqué à mesurer et à modéliser. Pour répondre à la question sur la différence de température ville-campagne, en fait, moi j'ai parlé de différence, on va dire moyenne ville-campagne. Mais encore une fois, en ville, la température varie tellement vite en fonction de je suis sur une façade exposée, je suis à l'ombre, etc., etc., qu'il faut bien voir de quoi on parle. Mm. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas de différence de température majeur le jour entre la ville et la campagne. Mais par contre, si vous êtes en campagne, au milieu d'un champ, versus vous êtes en ville, à l'ombre ou en plein soleil, la sensation thermique sera très différente. Mm. Merci beaucoup, Vincent. Alors, il y avait d'autres questions aussi. D'ailleurs, il y avait une réflexion intéressante d'Isabelle sur, voilà, on voit que dans le sud, dans les quartiers historiques, c'est très, très rapproché. Donc, effectivement, sur cette question on va dire, de ventilation des rues. Enfin, voilà, je sais pas si tu voulais aussi rebondir là-dessus, sur la remarque d'Isabelle, mais ouais. Ouais, alors, les villes très claires, méditerranéennes, etc., sont aussi des Mm, villes de construction très basse. Et en fait, enfin, moi, j'ai utilisé cet exemple-là pour attirer l'attention sur la couleur euh, des, des matériaux. Par contre, le fait d'avoir plein de petits pavillons blancs à coller les uns aux autres, je suis pas sûr que ce soit la solution idéale pour la Bretagne non plus. Donc voilà. En mm, tout cas, ça montre quelque chose qui est intéressant, c'est la façon dont les sociétés se sont adaptées historiquement à leur climat et ont adapté les villes à un contexte climatique particulier. Et en fait, la grosse difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que les choix qui ont été faits de façon multiséculaire, ils sont de moins en moins en phase avec l'évolution du climat tel qu'on le connaît. Et on voit que c'est là que c'est pas très compliqué, puisqu'il y a une dimension, mais que Camille pourrait apporter aussi, c'est que on a aussi une question de gestion d'un patrimoine qui est aussi un patrimoine historique, culturel, architectural, qui a été conçu dans un certain contexte climatique et dont on peut estimer aujourd'hui qu'il n'est plus adapté. Est-ce que pour autant on va détruire ce patrimoine-là? Voilà, donc effectivement, c'est des questions qui sont complexes à gérer. On ne va pas mm. repeindre toutes les villes en blanc partout. Enfin, Oui, d'ailleurs, il y avait aussi des questions sur est-ce qu'il y a des effets négatifs justement de cette peinture blanche. Ouais, pour nous, même, on pourrait aussi parler de la alors, biodiversité, hein, mais l'effet d'éblouissement, je pense que Camille en a parlé. On se pose aussi des questions sur le fait, ben, on renvoie des UV en fait, donc alors, on peut mm, accélérer le bronzage, mais ça peut aussi peut-être accélérer des cancers de la peau. Bon, bref, mm, il faut être prudent par rapport à ça.
Et par rapport à des gens qui disent il suffit de peindre les toits en blanc, mais si tout le monde commence à grimper sur son toit pour mettre de la chaux, on risque d'être exposé rapidement à des problèmes plus graves de chute, etc. Bon, bref, il faut faire attention à des solutions qui paraissent simples et évidentes et dont la mise en œuvre peut être assez problématique. Ouais. Merci. Alors, je vais essayer de passer rapidement. Je suis désolée, il est déjà 12h37, mais c'est quand même important qu'on puisse répondre aux questions, enfin que les intervenants puissent répondre aux questions. Il y avait des questions sur le déploiement de la végétalisation. Est-ce que ça a un impact en matière de ressources humaines au sein de l'EPCI, Camille, par rapport à ça? Est-ce que vous avez un retour? Oui, voilà, ben, j'ai répondu effectivement, et puis Ouais. donc j'ai répondu et puis on transféré en privé les coordonnées de nos collègues. Oui, évidemment. Ben, voilà, comme partout, c'est un immense sujet et enjeu. On a la question de l'entretien de ce nouveau patrimoine végétal. Alors il y a un double enjeu, hein, celui de l'entretien, mais aussi celui de la maintenance. Ça a été cité aussi dans un contexte de réchauffement climatique avéré, de grandes périodes de sécheresse, comme on va le connaître nous sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a ce double enjeu de où est-ce qu'on crée cette trame végétale pour qu'elle soit effectivement la plus robuste et la plus résistante à l'avenir. Donc on a des travaux là-dessus, notamment avec l'Université de Bordeaux. Et puis effectivement sur la question des ressources et des ressources liées à l'entretien, ce qui est aussi une question qui dépasse le cadre de notre échange, puisque la question effectivement de mobiliser, de maintenance en fait de l'existant, et notamment en ville, devient un vrai sujet effectivement qui pourrait être questionné de est-ce que c'est du fonctionnement ou est-ce que c'est de l'investissement. Et donc, je ne répondais pas à la question, mais oui, c'est une véritable problématique et on a un certain nombre de réflexions qui sont menées et qui passent aussi par des expérimentations. Alors là, à toute petite échelle, hein, de mobilisation à toute petite échelle, hein, on ne veut pas du tout suppléer le service public, mais de mobilisation de ce patrimoine, enfin des citoyens aussi pour l'entretien de ce patrimoine qui est effectivement un commun pour l'avenir. Mm. Et peut-être donc pour finir sur les questions, donc il y avait des questions sur les zones d'activité économique aussi et donc sur les quartiers prioritaires de la ville. Donc j'ai vu que vous aviez répondu pour les zones d'activité économique et pour les QPV du coup. Oui, alors Est-ce pour les que QPV, bah, en effet, parce qu'en fait, dans la cartographie de la vulnérabilité, c'est sans surprise, hein. Encore une fois, en général, les diagnostics voilà, révèlent, mais ça permet d'asseoir de façon scientifique enfin, en tout cas plus robuste, ce que l'on savait déjà. Les quartiers prioritaires de la ville clignotent tous en rouge dans la vulnérabilité à la chaleur et la vulnérabilité sociale à la chaleur. Et donc, on est en train de mener avec l'agence d'urbanisme une étude de terrain qui vise alors à la fois à caractériser les besoins en fait au plus près des habitants. Là, quand je vous disais vraiment l'adéquation entre, voilà, on est une métropole, donc on est aussi un petit peu loin par nos compétences des habitants, de mieux faire converger voilà, nos capacités d'action avec les besoins éprouvés avec les besoins à court terme éprouvés des habitants. Et le but aussi, ce faisant de cette étude, c'est bien de mobiliser à l'échelle des quartiers l'ensemble des parties prenantes, les associations, les acteurs du monde social, mais aussi, encore une fois, les bailleurs par exemple, hein, autour de cette question-là, et d'identifier un certain nombre de solutions qui peuvent être mises en place, encore une fois, à court terme. Parce qu'il y a des besoins urgents. Urgents. oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs par rapport, alors une dernière question, parce qu'il y avait une question sur le PIX. Est-ce que le PIX prévoit des endroits pour dormir au frais? Sur la métropole? Oui, Mm, alors non, on ne prévoit pas enfin, en fait, il y a dans le cadre oui, enfin, comment dire, il y a pas des endroits, il y a un lieu en fait de centre d'accueil, et ensuite il y a une déclinaison par commune, mais il y a un lieu de centre d'accueil effectivement pour les personnes les plus vulnérables, et ensuite il y a une déclinaison par commune qui n'est pas forcément des lieux d'accueil, mais effectivement dans les échoppes seniors, des choses qui s'organisent effectivement mm, mm. en période. Mais c'est la question de la nuit est une vraie question.
Parce qu'en fait, on Ouais. voit que la plupart des solutions qu'on déploie, elles sont quand même pour le jour, y compris ces parcours frais, y compris voilà, cette infrastructure de fraîcheur. Or, on a un vrai sujet nuit et on le voit, enfin ça fait partie des échanges, notamment dans cette étude de quartier, sur les quartiers prioritaires de la ville, avec un vrai sujet, parce que quand il y a des choses qui sont mises en place, notamment en soirée, en fait, des brumisateurs, des lieux qui peuvent permettre effectivement d'être à l'extérieur quand les bâtiments sont trop chauds, il y a des tensions très fortes aussi sur la tranquillité publique. Donc on a un vrai sujet Oui, demain, aujourd'hui, dès aujourd'hui, mais aussi demain d'une ouais. politique de la nuit, de la fraîcheur, quoi. Ok. Merci beaucoup Camille. On va terminer, voilà, désolé, on termine un petit peu en retard. Donc juste quand même pour vous annoncer nos prochains rendez-vous. Donc il y a un webinaire de présentation de la plateforme Plus frais au travail, qui est copiloté par l'ADEME et qui propose déjà des solutions pour les employeurs pour préserver les conditions de travail face aux canicules. On aura d'autres rendez-vous de l'adaptation à la rentrée, donc sur les incendies en septembre, sur les inondations en octobre et sur le recul du trait de côte en novembre. Donc voilà, on vous enverra les infos. Publication de l'OEB. Pierre, je peux te dire un petit mot du memento. Oui, on vient de sortir un memento, une petite publication qui s'appelle La ressource en eau en Bretagne face au changement climatique. L'idée, c'est une publication qui compile des travaux existants. L'idée, c'est de fournir une lecture assez rapide et assez synthétique des grands enjeux qu'on va traverser dans le futur vis-à-vis de la ressource en eau. Au début, on regarde la façon dont le changement climatique va changer notre hydrologie, les débits des cours d'eau, etc. Et ensuite, on vient voir comment le changement climatique va venir aggraver des pressions qui existent déjà de par nos activités, notamment sur la qualité de l'eau, etc., venant encore plus diminuer la ressource qui va déjà diminuer avec le changement climatique. Troisième partie, on regarde l'évolution des besoins en eau futurs. Et enfin, à la fin, on regarde l'empreinte eau, à savoir à quel point on est dépendant de ressources en eau à l'étranger pour l'importation des biens qui sont consommés par les Bretons et les Bretonnes. Voilà, c'est disponible en ligne et l'outil Mon Territoire sur plus 4 degrés a été mis à jour avec l'hydrologie du coup futur de vos territoires. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, eh ben, écoutez, il est l'heure de se quitter. Donc, merci beaucoup aux intervenantes et intervenants donc, qui ont pu partager leur expertise ce matin. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, on vous souhaite un excellent été. Hydratez-vous en cette période de canicule. Et puis, voilà, prenez soin de vous. Et donc, on se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci pour l'orga. Merci.